Donc, bonjour à tous, Céline Demello de la coordination du Handipact Grand Est. Bienvenue à ce webinaire consacré à l'offre de services du FIPHFP et plus particulièrement les évolutions et aides du FIP et de la nouvelle plateforme. Donc, nous remercions vivement Catherine Auguste d'être présente et d'avoir participé et contribué à organiser cet événement. Nous sommes ravis de compter plus de 200 inscrits aujourd'hui à ce webinaire sur cette thématique. On voit que vous êtes nombreux et que ça intéresse. Et nous tenions également à remercier les personnes qui ont participé au sondage de préparation de ce webinaire. Vos retours ont souligné un besoin d'obtenir des précisions quant aux modalités et elles ont effectivement été prises en compte par Madame Auguste. Et nous espérons vivement que cette prise en compte réponde également à ces attentes. Donc, dans ce webinaire, j'apporterai moi un appui technique aux deux intervenantes. Je vous invite à poser donc au cours du webinaire toutes vos questions dans la conversation. Je les recenserai une par une et je les poserai donc à nos intervenantes au fur et à mesure du webinaire pour plus d'interactivité. Et après le webinaire, nous allons partager un lien qui vous permettra de bénéficier du support d'animation et du replay. Hein. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez toutes les ressources nécessaires par la suite où vous retrouverez toutes les informations. Et sans plus attendre, du coup, je donne la parole à Madame Gouzy, directrice territoriale handicap FIP, et à Madame Auguste Catherine, responsable de la plateforme des aides du FIP. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la dernière réunion que j'ai souhaité organiser dans la région Grand Est au travers de mon prestataire Handipact. Cette dernière réunion de l'année 2021-2022 marquera une première année de participation, nouvelle participation du Handipact à organiser des événements dans le cadre du FIPHFP Grand Est. La deuxième année du prestataire démarrera au 1er mars 2022 et un beau programme vous a été concocté en accord avec, voilà, je vous ai préparé un beau programme en organisation du Handipact qui sera déployé tout au long de l'année. Vous en aurez bientôt la définition. Et voilà, comme l'année dernière, je vous inviterai à venir nombreux en tour de table, que ce soit par webinaire ou en présentiel, lors de nos futures réunions. Concernant cette dernière réunion, j'ai invité ma collègue de la gestion administrative du FIP Grand Est, Catherine Auguste, qui est responsable de la plateforme, mais aussi des aides au FIP. Donc, je vous invite vraiment à lui poser les questions qui vous taraudent afin que tout s'éclaircisse et tout devienne fluide pour vous. Je profite de cet échange pour vous dire que pour les employeurs qui sont sous convention, évidemment, ils ne passent pas sur la plateforme, ils ont un circuit direct avec un collaborateur, un collègue du FIP. Et j'invite tous les employeurs qui souhaitent conclure une convention de partenariat avec le FIPHFP, ce sont des conventions de 3 ans, à me contacter. Vous me connaissez, en tout cas, voilà, je pense que tout le monde me connaît, pour que l'on puisse se rencontrer et que je leur explique comment un partenariat peut se formaliser. Sans embâche, je passe la parole à Madame Catherine Auguste. Merci à tous. Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir invitée. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes. On va voir si je peux y répondre. De toute façon, je peux déjà vous le dire, il y aura une foire aux questions
portant sur les évolutions de ce nouveau catalogue et l'évolution des aides qui va très très bientôt sortir, et donc vous aurez aussi à votre disposition cette foire aux questions. Donc comme le disait Monica Gouzi, donc moi je suis là au niveau de la gestion administrative au niveau de Paris, la responsable de l'unité plateforme des aides. Alors, tout de suite, je n'ai pas 50 personnes derrière moi pour traiter les demandes d'aide, ce que j'aimerais. Je dispose de 10 personnes, de 10 gestionnaires avec moi pour traiter environ 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 aides par an, 17 millions à peu près hein, de budget. Donc, vous comprenez que nous aimerions avoir des personnes dédiées à chacun d'entre vous. Malheureusement, ça n'est pas possible, d'autant plus qu'en étant en aide ponctuelle, forcément, nous n'avons de lisibilité qu'à très court terme sur le nombre d'aides qui arrivent. Mais Dieu sait que nous aimerions cela. Donc c'est pour ça que nous appuyons aussi sur un autre service qui est la relation client à travers le formulaire contact pour répondre à des questionnements, je dirais, de premier niveau, dès lors que ça concerne un dossier précis ou des choses un peu plus complexes, ça nous revient. Donc vous voyez, j'ai une petite équipe pour gérer toute la France. Et les 3 fonctions publiques, naturellement, hein, fonction publique État, hospitalière et territoriale. Donc, je vais effectivement vous parler de ce nouveau catalogue, évoquer aussi le nouveau système d'information qui a été mis en place. Et puis, ma foi, j'essaierai de répondre au maximum à vos questionnements. Et si je ne peux y répondre tout de suite, de toute façon, je le ferai après. Il n'y a pas de problème. Je vais laisser donc Monica prendre le premier tour, je dirais. Et puis ensuite, eh bien moi, je vous parlerai de ce nouveau catalogue et des questionnements qui peuvent en découler. Merci Catherine. Bon, ben moi je vais être assez rapide. Je voulais simplement vous parler de l'actualité prégnante du moment. Notamment, je vous engage à vous inscrire très nombreux sur les classes virtuelles à la formation de la DOETH. Vous savez qu'actuellement et jusqu'au 7 avril, vous êtes dans l'obligation d'instruire les dossiers pour votre déclaration d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et même si vous avez moins de 10 agents ou 20 agents, vous êtes obligé quand même de rentrer sur le portail formation et de remplir le document. OK, vous n'aurez pas de montant ou de contribution à avoir, mais malgré tout, on demande aujourd'hui à l'ensemble des employeurs de déclarer. Voilà. Donc, les objectifs, évidemment, de cette formation, c'est connaître la réglementation, connaître la liste des pièces justificatives, les modalités de calcul de la contribution et savoir effectuer sa déclaration dans les bonnes règles. Donc voilà, je vous ai mis quelques dates, mais il y en a d'autres. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la direction, la DGAFP, a demandé au FIPHFP de contrôler l'ensemble des employeurs publics. Donc, si par hasard vous aviez un contrôle qui vous était qui s'adressait à vous et vous demandait des pièces, ne soyez pas surpris, tous les employeurs publics à tour de rôle vont y passer. Donc voilà, ce n'est pas dédié, dirigé contre votre administration, votre établissement, non. C'est l'État qui nous a demandé de contrôler l'ensemble des employeurs et à tour de rôle, nous allons le faire. Voilà concernant cette DOETH. Et ensuite, je voulais vous parler de l'apprentissage rapidement. Si on passe le petit slide, merci.
Concernant, je vais commencer par l'apprentissage dans la fonction publique. Il y a des changements avec le CNFPT. Le ministère du Travail et le CNFPT ont conclu un accord cadre unanime pour pérenniser le financement des recrutements d'apprentis par les collectivités territoriales. Donc, à compter de 1er janvier 2022, un mode de financement pérenne est mis en place, prise par le CNFPT et soutenable financièrement pour les employeurs territoriaux et les collectivités. Voilà. Prise en charge de la totalité des coûts de formation par le CNFPT sur la base d'une grille des formations de France Compétences. Alors, évidemment, avant le 1er janvier 2022, le CNFPT perdrait en charge 50% des frais de formation, uniquement les frais de formation, et 50 autres %, le FIP participait à hauteur du reste pour l'employeur. Aujourd'hui, à compter du 1er janvier 2022, le CNFPT se chargera de l'ensemble des financements des frais de formation de l'apprenti. Et puis, Catherine Auguste vous reparlera des engagements du FIPHFP concernant le reste, mais c'est sans changement de toute manière concernant le reste, à charge. Voilà. Pour les contrats signés en janvier au cours de l'année 2021, nous sommes sur ces 50% pour le CNFPT, même s'il perdure en 2022. Voilà. En revanche, le FIP fait un geste en direction des employeurs et Catherine Auguste vous en parlera, je n'y reviens pas. Voilà. Concernant la fonction publique hospitalière, alors, il y a également eu des accords concernant la formation en apprentissage et le financement repose sur un modèle mixte sur les modalités de différentes ressources complémentaires, le fonds mutualisé de la NFH, l'enveloppe plan de formation des établissements, les subventions par des partenaires comme le FIPHFP, l'ARS, les conseils régionaux qui parfois prennent en charge certaines parts du financement, et les aides exceptionnelles de 3 000 € de l'État au recrutement qui sont toujours en cours, qui sont arrivées au 1er janvier 2021 d'ailleurs, hein, dans la limite d'un plafond de 1000 contrats, mais on n'y est pas encore, donc vous pouvez toujours demander cette aide. Donc, le fonds mutualisé ANFH concerne les établissements adhérents, évidemment, pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2021. Et les établissements de la fonction publique hospitalière pourront financer les contrats d'apprentissage sur leur plan de formation et la NFH, évidemment, financera sur son fonds. Par ailleurs, des formations à destination des maîtres d'apprentissage ont été achetées et donc seront financées dans le cadre des formations à NFH. Donc, tout va bien concernant l'apprentissage côté fonction publique hospitalière. Voilà. Concernant l'État, alors, l'État assouplit ses règles pour favoriser le recrutement des apprentis. Donc, à partir de 2022, les apprentis n'entreront plus dans le décompte des plafonds d'emploi des ministères. C'est une explication du gouvernement dans un amendement au projet de loi finances. Donc, on est toujours sur le même objectif de 15 000 nouveaux apprentis 2021-2022 pour 2022 contre 8 000 pour 2020. Voilà. Donc, il s'agit évidemment du plan de relance et de la relance dynamique de l'apprentissage dans la fonction publique de l'État. Il y a par ailleurs une série de mesures qui sont prises, un renforcement de la transparence et de la visibilité des offres d'apprentissage avec une grille établie, la dématérialisation des procédures de passation des contrats d'apprentissage et une meilleure prise en charge des frais de transport et de restauration des apprentis ou encore de leur complémentaire santé. Mais là, il vient également de sortir
un FAQ de la DGAFP qui dit que une prime de 500 € au maître d'apprentissage pour la fonction publique de l'État, au tutorat des apprentis, sera versée par tranche de 6 mois, 250 € par mois. Voilà. Donc ça, tout ça, on voit bien que l'État fait son maximum pour essayer d'accompagner les établissements et les employeurs. Hein, voilà. Alors, si on passe sur aujourd'hui notre sujet principal qui est le nouveau catalogue des aides depuis le 1er janvier 2022. Alors, il a évidemment ce catalogue vocation à répondre aux priorités du FIP, encourager les recrutements, développer une politique handicap pour les établissements des 3 fonctions publiques, poursuivre le développement de l'accessibilité numérique. Je sais que c'est un angle qui n'est pas beaucoup travaillé par les employeurs, mais je vous demande de vous plonger dans ce catalogue et de voir avec vos services informatiques si vous pouvez, voilà, si vous avez encore des adaptations à faire sur l'accessibilité, vous pouvez y aller au travers du catalogue et de nos aides. Favoriser le maintien dans l'emploi, donc ça c'est historique. Mieux former les personnes en situation de handicap et renforcer l'apprentissage. Évidemment, je viens d'en parler, mais c'est vraiment un cheval de bataille pour le FIP-HFP depuis fort longtemps. Concernant les aides mobilisables, sur le slide suivant, merci. Donc, vous avez les aides mobilisables, quel que soit le taux d'emploi, ce qui n'est pas pareil pour le privé. Même si un employeur a atteint les 6% chez nous, il peut continuer à se financer sur nos aides. Pour le privé, ce n'est pas du tout le même cas. Les aides mobilisables que l'employeur soit sous convention ou non, évidemment. Et alors pour ça, il faut être à jour de ses cotisations, clairement, hein, et de ses contributions, pardon, pas cotisation, contribution, pour ceux qui n'ont pas atteint les 6%, et de sa déclaration aussi. Hein, voilà, si vous n'avez pas déclaré, ça va poser un problème. Nos aides viennent toujours en complémentarité du droit commun. Donc, on va d'abord demander quel financement vous avez eu, MDPH, et ensuite on viendra en soutien au reste à charge. Évidemment, on est sur la compensation du handicap. Hein, voilà, donc on n'est pas sur je finance 100%, on est sur la compensation. Et évidemment, il va nous falloir une prescription. On ne va pas le faire sans prescription. C'est une obligation. Donc, on a un catalogue qui a vocation à présenter les dispositifs d'intervention financés par le FIP et qui est mobilisable par tous nos employeurs. L'offre d'intervention financée directement par le FIP, les prestations financées par le FIP-HFP dans le cadre de la convention de coopération avec la GFIP. Pour ceux d'entre vous qui connaissent les CAP emploi, les prestations d'appui spécifiques, les PSOP, même aujourd'hui l'emploi accompagné dont on parle peu et demain Inclus Pro que l'on va vous présenter prochainement. Voilà, tout ça c'est grâce à notre coopération avec, financière, hein, prépayée avec la GFIP et les dispositifs de l'emploi accompagné financés par l'État, FIP, AGFIP, voilà. Je viens d'en parler, il s'agit de l'emploi accompagné et actuellement, on est en train de mettre en place les plateformes de gestion de l'emploi accompagné par département. Donc, ce sera plus simple, plus à votre main et peut-être vous, employeurs, vous y verrez un petit peu plus clair dans ce paysage assez obscur de toutes ces aides et ces prestations. Voilà. Alors, le FIP participe au financement d'aides contribuant à l'insertion, au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. On n'est pas encore sur la prévention. Je ne pense pas qu'on y aille encore. C'est vrai qu'on est sur l'insertion et le maintien. Et même au milieu, on a la reconversion professionnelle entre l'insertion et le maintien. Hein, voilà, on est sur le maintien, l'insertion, la reconversion professionnelle, aujourd'hui de plus en plus. Et ces aides sont mobilisables pour les employeurs publics via la plateforme qui sera présentée tout à l'heure par Catherine Auguste et via une convention
Et c'est ce que je vous disais en préambule. Si vous, employeur public, vous êtes curieux et vous voulez voir ce que vous apporterait une convention, n'hésitez pas à me contacter et on en discutera ensemble. Et voilà, j'ai terminé mon intervention. Je suis à votre disposition, comme d'habitude, pour répondre à toutes vos questions. Et je passe la parole à Catherine qui va rentrer dans le dur. Sur le nouveau catalogue. Déjà vous dire que ce nouveau catalogue a été mis en place pour rendre plus lisible l'offre de services du FIPHFP, du fait des questionnements que nous pouvions avoir sur l'ancienne mouture catalogue qui datait quand même de quelques années, hein, depuis 2017, même s'il y a eu des évolutions de version, mais l'architecture était toujours la même. Donc là, on a fait à la fois évoluer la forme, mais également il y a eu des évolutions de fond. Donc sur la forme, vous, voilà, vous avez forcément une partie introductive, hein, toujours la même, qui présente les principes d'intervention. C'est quelque chose que vous connaissez déjà et je vous inviterai à y regarder. Toujours les bénéficiaires, les modalités de sollicitation, en sachant qu'il y a la possibilité pour un agent de saisir le FIPHFP en direct. Ceci dit, nous renvoyons ces agents-là vers les employeurs, puisque de toute façon, nous n'avons à connaître que vous, employeurs, hein. Mais il nous arrive effectivement d'avoir des demandes faites en direct. Donc, comment se présente, outre cette partie introductive, vous avez des fiches pour chacune des aides qui permet de mieux apprécier. Elles sont en 3 parties avec un petit synthétique, une description rapide et puis ensuite qui peut en bénéficier, le contenu, quel montant, les règles de cumul, ensuite les conditions de renouvellement, les modalités particulières. Donc ça, c'est la 2e page. Puis vous avez une page sur les pièces justificatives à produire. Et là, ces pièces justificatives, on vous met à quoi elles correspondent et pourquoi on vous les demande. Donc j'ai une question qui est arrivée ce matin. Effectivement, donc nous, on a besoin de savoir si l'agent pour lequel vous demandez une aide, elle est présente lors de l'aide que vous sollicitez. Donc, on demande le bulletin de salaire. Mais effectivement, si vous ne pouvez nous fournir le bulletin de salaire, l'attestation reste toujours valable, hein. Donc, ça, c'est possible. Donc, voilà comment se présente la fiche. Et donc, il y a 29 fiches. Avant, il y avait 35 fiches, il n'y en a plus que 29. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'aides, c'est-à-dire qu'il y a eu des regroupements de certaines fiches au sein de ces nouvelles fiches, mais on trouve les mêmes prestations, hein, avec effectivement une évolution dans l'appellation, un regroupement, une logique qui a un petit peu évolué. Donc, je rappelle juste ensuite 2 règles spécifiques qui ne sont pas valables pour le volet convention. On est bien d'accord, hein, les employeurs sous convention, il n'y a que les employeurs souhaitant venir sur la plateforme. Moins de 200 €, nous ne finançons pas. Plus de 40 000, nous ne finançons plus. Voilà, c'est pour faire court. Et c'est par année civile. Et donc une demande qui a été faite, je reprends, en 2021 et qui n'est pas encore étudiée et qui va être étudiée là en 2022, eh bien, ça sera sur les 40 000 de l'année 2021. Ça n'impacte pas, c'est la date de la demande qui compte pour les 40 000 €. Voilà. Ensuite, nous avons les bénéficiaires des interventions. Donc, nos bénéficiaires ne changent pas. Il y a juste une petite chose que je vais rajouter qui va être remise dans le catalogue, puisqu'on a eu la question, les CDD de moins d'1 an, nous pouvons toujours intervenir. Donc c'est CDD de moins, CDD de plus d'1 an. Sinon, vous avez toujours les mêmes agents avec, ceci dit, on a remodelé la fiche expliquant ce que l'on attendait, les documents pour les BOE, qui étaient les BOE, le document
preuve BOE, les agents aptes avec restriction et ce que l'on demandait comme document, et également pour ce qu'on appelle, nous, les situations particulières. Voilà. Madame Auguste, on a une question concernant les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Sur les anciens catalogues, la pension militaire d'invalidité permettait effectivement d'accéder aux aides. Il ne figure plus sur le catalogue et les personnes aimeraient savoir si les agents sont toujours considérés comme bénéficiaires de l'obligation d'emploi et s'ils peuvent accéder à ces aides. Oui, tout à fait. Toujours. Et nous avons une autre question pour rebondir sur vos propos concernant le montant plancher de 200 €. Pour les employeurs qui sont conventionnés, vous aviez indiqué dans votre discours qu'il n'y avait pas de plancher de 200 €. Non. Voilà. Donc vous confirmez bien que c'est le cas? Tout à fait. Pour les personnes, enfin les employeurs sous convention, ce plancher de 200 € n'existe pas. Merci. Je vous laisse poursuivre. Non, non, mais c'est bien. Je suis là aussi pour répondre à vos questionnements. Alors, les documents à produire, donc voilà, donc vous avez des pièces à fournir qui sont importantes et qui sont incontournables. Pour qu'on puisse vous aider, il faut naturellement que la personne soit en situation de handicap, qu'elle soit présente à l'effectif, et puis aussi avoir la nature du contrat, puisque certaines aides, les CDD de moins d'1 an, peuvent ne pas avoir certaines aides, ou les apprentis, les aides de formation, reclassement, reconversion, ils n'y ont pas droit. Donc voilà, on a besoin d'avoir cet élément-là. Donc ça fait partie de ce que l'on vous demande. Ensuite, effectivement, merci, on peut évoluer. Donc, je vous parlais de la nature de… Oh, c'est gentil d'aller vite. Vous avez raison, je peux m'étendre de temps en temps, c'est pas bon. Donc, le volet handicap est la première chose dont on a besoin, hein, donc la reconnaissance du handicap, BOE ou autre, et donc qu'il soit valable au moment où l'aide est faite. Et donc, ça, je le répète parce que on passe notre temps malheureusement à redemander parce que c'est obsolète, c'est venu à échéance, etc. Donc ça, il faut que vous soyez attentif à ça. S'il y a une chose à laquelle il faut que vous soyez vraiment attentif, c'est à cela. Et puis, il y a une liste de pièces justificatives. Vous avez vu dans le nouveau catalogue, les pièces justificatives, elles ne sont pas très nombreuses. Donc, s'il vous plaît, soyez attentifs à cela. Merci. Nous pouvons continuer. Alors, on va passer à certaines aides, puisque vous avez posé des questions sur un certain nombre d'aides, et effectivement, il y a des choses qui ont évolué sur ces aides-là. Mais je ne sais pas, je vois passer des questionnements. Je continue. Oui, ok. Alors, donc, on va d'abord parler des aides techniques à la compensation, qui sont les prothèses auditives, fauteuils roulants et orthèses ou autres prothèses. Parce qu'effectivement, il y a des petites nouveautés par rapport à cela. On peut passer à la slide suivante. Merci. Catherine, il y a une question concernant, pouvez-vous confirmer que les médecins sont également éligibles aux aides? Alors, les médecins dans l'hospitalière, c'est ça? Oui. Oui, je pense. Du moment qu'ils sont rémunérés par l'hôpital, oui. Mais oui. Avec une fiche de paye. Fiche de paye, voilà. Voilà. Donc, c'est ce qui compte, nous, c'est qu'ils soient rémunérés et, aux effectifs donc de l'employeur. Et une autre question, nous avons un agent contrat PEC qui aurait besoin d'aménagement. Est-ce que nous pourrions faire appel au FIP? Oui. PEC, hein, Mais voilà. oui, mais oui. Mais oui, mais oui. Ce voilà, effectivement. Pas de problème. Alors, pour un employeur territorial non conventionné, est-ce que le plancher de 200 € peut être atteint au titre de plusieurs aides cumulées? Alors, votre questionnement, c'est 200 €, c'est sur une aide. Vous déposez pour 200, exemple, vous déposez une demande d'aide pour 250, de notre calcul, ça va à 180, on ne paiera pas. Ça peut être plusieurs factures sur une même demande.
et ça aboutit à moins de 200 €, on ne prendra pas. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Alors, C'est-à-dire que je pense que Catherine, pour une aide, il peut y avoir plusieurs factures. ah, tout à fait. Voilà, et là, si pour une aide, la même aide, il y a plusieurs factures au-delà de 200 €, mais réduites, c'est ce que tu dis, hein? Ça va être le calcul, si vous voulez. Vous pouvez avoir 5, 6 factures, et quand nous, on calcule et que ça tombe en dessous de 200 €, on ne prendra pas. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Autre question ou je continue? Pour les agents avec restriction, doit émettre des restrictions et ou une proposition d'adaptation. J'étais en train de répondre que vous D'accord, alliez détailler cette question-là lors de la présentation de l'aide, donc vous vous êtes pouvez. impatient et c'est bien. Donc on est d'abord sur les aides techniques puisqu'il y a quand même une nouveauté. Il y a 2 petites choses quand même qui sont importantes pour, notamment ces aides techniques. C'est-à-dire que on n'exige plus, disons il y a un moratoire pour l'année 2022, décidé en comité national. Naturellement, on ne décide pas seul, hein. Donc pour la suspension de demande de prestations compensation handicap. Avant, on demandait ou cette PCH, prothèse auditive ou aide au transport, enfin cette PCH, aide technique, et soit si elle a été déposée, soit la décision qui avait été prise. Là, on ne la demande plus. Par contre, si vous en disposez, naturellement, vous devez la joindre, mais on ne le demande plus. C'est quand même une avancée importante parce que l'on a vu, et effectivement, les CDG nous faisaient remonter très régulièrement que les MDPH sont vraiment différentes d'une région à l'autre, d'un département à l'autre, et que c'était extrêmement compliqué, et effectivement, ça pouvait désavantager certains agents au détriment d'autres. Donc, il a été décider de cela. Voilà, ça c'est déjà une première chose, c'est que la PCH, vous n'aviez plus à demander. Et puis, il y a autre chose, c'est que on demandait, dans le cadre de ces aides techniques-là, les trois, hein, c'est celles dont je vous parle, hein, prothèse, orthèse et fauteuil roulant, on demandait la prescription du médecin de prévention. Mais c'est vrai que sur certaines régions, il n'y en a pas, c'est compliqué. Heu et puis, il y a déjà eu la prescription, d'un spécialiste, et puis on a été dans une période où effectivement il était compliqué, les va-et-vient, confinement, déconfinement. Donc il a été, décidé que l'on n'exigeait plus la prescription du médecin de prévention. Si il y a cette, prescription, naturellement, vous pouvez nous la joindre. Mais ce qui va compter, et là, ce que nous, on va vous demander, et ça sera la preuve, c'est, la prise en charge de la sécurité sociale. Dès lors qu'il y a une prise en charge de la sécurité sociale, nous irons sur ces aides-là. Donc il faudra effectivement le décompte Amélie qui va être cette preuve-là. Et tout le monde peut l'avoir, c'est facile comme tout à avoir. Donc du coup, ça devient le document principal. C'est fait pour alléger, pour aller le plus vite possible sur les prothèses auditives. Alors, est-ce que vous pourriez apporter une petite précision? Les personnes qui ont déposé un dossier de reconnaissance qualité de travailleur handicapé auprès de la MDPH, mais qui n'ont pas encore eu la réponse, est-ce que l'employeur peut, mobiliser, l'aide dans l'attente, au vu du délai important, de réponse des MDPH? Alors, si c'est un renouvellement, ça ne nous posera aucun problème. Si c'est une première demande, malheureusement, non, puisque nous ne pouvons en rien préjuger de ce que va dire la MDPH, hein. Ça, on ne peut pas décider à leur place. Après, vous avez, notamment pour les apprentis,
surtout les jeunes, la RQTH est complexe, mais souvent des jeunes qui ont eu l'AEH, hein, donc les parents bénéficient de cela, donc ça peut être une preuve, ou des sortants d'IME, si vous voulez. Donc ça, ce sont des preuves qui peuvent venir à la place ou en attendant que la décision MDPH soit vue. Ensuite, effectivement, nous sommes conscients aussi que les MDPH, entre le moment où la demande est déposée et le moment où il y a une RQTH, il est très rare maintenant qu'il y ait une antériorité à la date de dépôt. C'est plutôt la RQTH démarre à la date de la réunion de la CDAPH. Donc là, nous, on va regarder si ça pour éviter que ça puisse poser problème, à quelle date ça a été déposé, puisque c'est indiqué. Voilà. Alors, il y a d'autres questions, on peut continuer si vous voulez, hein, sur les prothèses auditives, effectivement. Donc, comme toujours, on prend la prothèse et les frais de réglage, mais on ne prend toujours pas tout ce qui est assurance, tout ce qui est crosse, les piles, voilà, les accessoires. Ça, on ne prend toujours pas. Et puis, c'est toujours le même montant, 1 600 €. Voilà. Par rapport à la prothèse auditive, concernant l'opérationnalité, est-ce que la facture doit être au nom de l'agent ou de l'employeur, pour le coup, de la collectivité ou de l'administration? En règle générale, il est au nom de l'agent. Il est très rare que l'employeur finance lui-même les prothèses de l'agent. Ça peut arriver. On a vu, mais en complémentarité. Mais nous, ça ne nous pose pas de problème, hein. Nous, la facture, elle est au nom de l'agent. Mais c'est vrai que ça transite par vous. Donc, Et voilà. nous avons également une autre question sur ce justificatif de facture. Alors du coup, c'est la facture de l'audioprothésiste avec le montant pris en charge par la Sécu suffit-elle Non, en lieu et place du décompte ou non, non? non, non. Là, voilà, on a supprimé la PCH, on a supprimé, même si c'est, enfin, on a supprimé aussi la prescription médicale, mais là, on est intraitable sur effectivement, il faut cette preuve-là. Et du coup, justement, par rapport à cette PCH, si à un moment donné, la personne a fait la demande de son côté auprès de la MDPH, on lui attribue une PCH, à quel moment et comment ça se passe avec le FIPHFP pour la déduction? Disons que c'est se fait au moment du dépôt et avant qu'on l'ait étudié. Après, ça nous est arrivé, mais très rarement, que des employeurs nous disent: «Bah, écoutez, tout compte fait, il y a eu une aide complémentaire, donc on souhaite vous rembourser de cette part qui n'a plus eu lieu d'être, parce qu'effectivement, il y a eu cette aide-là. Vous pouvez». Mais normalement, ça se fait au moment de la demande d'aide. Après, Et donc effectivement, après, il y a une remarque où, sur la plateforme, il semblerait qu'on demande toujours, la préconisation du médecin de prévention et du travail. Mais ça, c'est des petits ajustements qui sont en cours, il me semble. tout à fait, exactement, parce que même sur les 2021, les derniers 2021, on a eu une dérogation pour pouvoir, les traiter de la même façon que sur le nouveau catalogue. Voilà. Et il y a madame Meyer qui, voilà, s'interrogeait sur le montant, pour une ou 2 prothèses auditives, c'est 1 600 €, une ou les 2 oreilles, en fait. C'est le montant global, 1 600 €, hein. Voilà, total. Je vous laisse continuer, merci. D'accord, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions. Oui. Pas de souci, mais sinon on va y passer l'après-midi. Je pourrais revenir sur des points, plus précis, mais voilà. Je les Donc note. voilà, sur le fauteuil roulant, même principe, en principe, normalement sur le fauteuil roulant, la PCH, elle est là, hein. Donc c'est sur des gros montants et puis ce sont des personnes, qui effectivement sont éligibles, à la PCH technique, hein. Mais là, rien n'a bougé, hormis qu'effectivement, on n'exige plus non plus, le volet, le volet médical, le cas échéant. Idem ensuite sur orthèse et prothèse. PCH toujours, n'est plus utile non plus. Mmh, voilà, mais ça n'a pas bougé.
Donc, ce que l'on prend en compte en orthèse et prothèse, c'est sur remboursement de la sécurité sociale. OK. Je me bats avec le micro et les 2 écrans, désolée, je suis Ah pas très interactive. non, 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 Il y a non, madame oui, Nokun qui, effectivement soulignait, par rapport à la prise en charge mutuelle. Effectivement, il faut aussi déduire la prise en charge mutuelle, sûr. voilà. Bien sûr, mais c'est vrai qu'il nous est arrivé d'avoir des agents qui n'avaient pas de mutuelle. Donc là, dans ces cas-là, il y a une attestation que l'agent fait qui dit, «Je certifie ne pas avoir de mutuelle», on en a même eu un qui a dit: «Je ne souhaite pas» et puis qu'il a écrit bien en gros. Donc voilà, donc ça nous suffit. Alors effectivement, dans le cadre des devis, il y a une estimation, mais croyez bien que nous connaissons les estimations, heu sécurité sociale et moins mutuelles parce qu'elles sont vraiment différentes de l'une à l'autre, mais les agents peuvent demander et ont tout intérêt, surtout vu les montants, à demander une estimation de leur mutuelle sur le reste à charge, hein. Merci, et nous avons effectivement, une interrogation par rapport aux semelles orthopédiques. Est-ce qu'elles peuvent rentrer en compte dans les orthèses, prothèses externes justement? Alors, les semelles orthopédiques, dans la mesure où il y a un remboursement sécurité sociale. Merci. Après, vous me posez effectivement la question des agents, je vois juste à côté, les agents en arrêt, non, nous, ils doivent être, au travail, c'est dans le cadre du maintien, hein, non, voilà, donc en arrêt, non. Nous intervenons quand ils sont, en activité. Mmh. Je vous laisse poursuivre. Oui, donc ensuite, l'aide au parcours vers l'emploi. Donc là, c'est un regroupement, là, pour le coup, de différentes fiches qui existaient avant. Donc c'est à la fois le slide suivant, les frais de déménagement, le financement d'équipements pédagogiques nécessaires à l'exécution de la formation de l'apprenti. C'est là-dessus on va revenir. Le besoin individuel spécifique à couvrir des personnes en situation de précarité et là, c'est uniquement sur prescription par le conseiller Pôle emploi ou Cap emploi ou mission locale. Donc là, effectivement, c'est là où il y a, une nouveauté avec un plafond à 750 € et c'est sur facture, sur présentation de facture. Donc l'aide forfaitaire qui existait, ce n'était pas une prime, c'était une aide forfaitaire, qui existait avant, pour l'apprenti, justement pour l'aider à financer l'équipement dont il pouvait avoir besoin, qui était de 1 525, passe à 750 €. Donc là, on a eu un certain nombre, voire un nombre certain de questionnements en disant: «Oui, mais sur ce qui a été décidé en 2021, mais que l'on va présenter maintenant, comment est-ce que ça va être financé?» Eh bien, ça va être financé sur les 1 525. Voilà. Même si c'est présenté là, actuellement. Ça sera valable jusqu'au 30 juin. Donc, pas d'inquiétude pour ceux qui ont, voté ou qui ont déjà versé, cette aide, heu à leur apprenti. Nous financerons et nous ne demanderons pas de preuves, de factures, de choses comme ça. Voilà, on reste sur l'ancienne, version du catalogue à hauteur de 1 525. Par contre, pour les nouvelles aides que vous auriez à faire maintenant, attention, on passe à 750 € et ça sera sur facture. Donc ça peut être très large, ce qui peut être demandé, ce dont peut avoir besoin, l'apprenti. Donc participation permis, si tant est qu'il y a besoin parce que c'est très loin, ça peut être, l'ordinateur, ça peut être, des jeux de couteau, enfin voilà, tout ce qui peut arriver. Et puis pour les Cap emploi, effectivement, Pôle emploi, c'est sur prescription. On a vu cela sur d'autres régions de France. Pour vous donner un exemple où nous avions une personne qui avait besoin qui n'avait pas les moyens de se vêtir correctement.
Elle venait d'être recrutée pour pouvoir travailler. Et donc là, on a eu une demande pour effectivement une aide à la vêture. Ça peut être aussi basique que ça, mais là, c'est sur facture et c'est à hauteur de 750 €. Donc je ne sais pas si vous avez si j'ai répondu, mais en tout cas, pas de panique pour les 1 525 qui ont déjà été versés. Et même si vous n'avez pas encore déposé la demande, vous la déposez, vous notez «Je demande 1 525» et puis nous, on va traiter à hauteur de 1 525. OK. Ensuite, on a l'aide au déplacement en compensation du handicap. Ce sont les frais de déplacement de la personne pour ses trajets domicile-lieu de travail, équipement adapté installé sur un véhicule individuel, et puis tout le volet transport organisé par l'employeur, en interne, je dirais. Donc là-dessus, effectivement, il y a aussi, on peut aller au slide suivant, s'il vous plaît. On peut même aller au suivant. Donc ça, de toute façon, ça sera à votre disposition. Donc là, la nouveauté, c'est effectivement le plafond est passé à 11 400 €. Pour mémoire, ça c'est issu toute une analyse. Le comité national a voté ce plafond-là, mais qu'il y avait une étude sur la réalité de ce qui était versé aux employeurs sur les demandes de transport. Donc, ce n'est pas sorti du chapeau comme ça. Donc, on est à 11 400 € avec un plafond journalier de 50 €. C'est une moyenne. Ça veut dire qu'il pourra y avoir un peu plus que 50 €, mais on restera dans 11 400 €. Il va falloir nous l'expliquer, mais ça pourra se faire. Ensuite, pour la prise en charge du coût du transport pour le trajet domicile-travail, mais organisé en interne, par exemple le covoiturage ou que vous dire, on a souvent ça, on peut avoir aussi une voiture avec chauffeur, enfin voilà, il y a des choses comme ça qui existent chez certains employeurs. Donc là, il a été décidé de prendre comme base un tarif unique plutôt que c'était une vraie usine à gaz. Donc de prendre le barème de frais de mission des agents civils de l'État, véhicule de 5 chevaux et une distance inférieure à 2000 km, c'est je crois 0,29 € du kilomètre. Voilà. Alors, nous avons quelques interrogations. Alors, toutes les modifications que vous êtes en train de présenter, elles vont s'appliquer également aux employeurs sous convention, Oui, hein? Voilà, sûr. c'était juste pour confirmer, à monsieur Giel que c'était bien le cas. Et nous avons une autre question de Laetitia, alors excusez-moi si j'écorche votre nom, Beaubourget, qui souhaiterait savoir si l'achat d'un vélo électrique peut être en partie pris en charge, au vu de cette aide? Alors ça peut arriver. Mais là, il faut vraiment nous expliquer dans quel contexte. On l'a eu fait. On a eu même fait des tricycles motorisés. Enfin, on a eu un certain nombre de choses. C'est selon les situations. Donc, c'est à vous aussi, dans la note argumentaire, de. On va voir juste un peu après, Oui, bien sûr. expliquer la situation pour laquelle, effectivement, l'agent a besoin de cela. Donc, ça, c'est de cela dont on a besoin et qui permettent effectivement de dire oui, ça, on peut aller sur ce financement-là. Mmh. Et il y a une remarque effectivement, par rapport à ce plafond, si, il y a une préconisation médicale pour, un maintien ou en emploi en tout cas, qui nécessite, un accompagnement au déplacement ou un déplacement, particulier. Si le montant plafond, du FIP ne couvre pas tous les frais, après ça ne, comment dire? L'employeur, il doit quand même, respecter les préconisations médicales et c'est pas parce que le FIP ne rembourse pas la totalité qu'il faudra pas mettre en œuvre les aménagements, voilà, chez Alors, l'employeur. tout à fait. Alors là, moi, je vais reprendre toujours une chose, c'est que la prescription du médecin de prévention s'applique à l'employeur, jamais au FIP. Nous, on Mmh. va suivre. Voilà, donc on vient en complémentarité des aides, de ce dont a besoin l'employeur, mais voilà, la prescription Mmh. médicale ne s'impose pas à nous.
Et du coup, c'est une très belle transition justement pour poursuivre sur la préconisation médicale. Mais c'est super. Donc, la préconisation, sur cette préco, il nous faut effectivement la période. C'est une préconisation annuelle, même s'il est indiqué bon, renouvelable, on s'en moque, pardon, hein, mais il nous faut une préconisation chaque année parce que la situation de l'agent peut évoluer. Donc voilà pourquoi on demande cela. Euh, donc là, c'est annuel. Si c'est pour toute l'année, il vaut mieux la faire en fin d'année précédente ou en tout début d'année. Parce que si vous me la faites au mois de juin en disant c'est rétroactif depuis le 1er janvier, non. Je le dis parce qu'on l'a souvent. Non. Donc voilà, donc ça, si c'est sur toute l'année. Après, euh, ça peut être à des moments divers et variés, temporairement. Donc ça, il faut qu'on ait cette notion-là. Et ensuite, il faut nous dire le nombre de jours par semaine où l'agent doit prendre ce transport. Juste ça, pas plus. Parce que on a un nouvel état qui correspond justement à ça. On fait évoluer aussi nos états certifiés, nos documents que vous devez remplir, où il y a même des formules de calcul. Et oui, nous évoluons. Donc là, ils sont en cours d'études, je dirais, auprès de certains CDG qui nous donnent leur avis. Voilà. Ça nous semblait important pour être sûr que tout soit lisible et utile. En tout cas, d'abord, la note argumentaire. Donc, je reviens sur cette fameuse note argumentaire. Tout ce que vous pourrez nous dire nous permettra de mieux comprendre et le cas échéant, si c'est vraiment très, très pointu, nous demanderons au directeur du FIP, à travers le groupe des aides, de pouvoir prendre une décision parce que c'est quelque chose qui est hors norme et que c'est pas parce que c'est hors norme qu'on prendrait peut-être pas. En tout cas, voilà, on ne prendra pas seul la décision. Donc, soyez le plus précis possible. Ça, c'est important. Vous avez fait une analyse de la situation et de cette analyse, vous en déduisez qu'il y a un besoin de transport, que vous avez vous avez regardé ce qui s'est passé autour, vous avez vu aussi financièrement ce qui était faisable, ce qui était le mieux disant, etc. Donc, tout ça, vous avez à admettre, parce que vous avez fait cette analyse-là. S'il vous plaît, donnez-la nous. Donc ensuite, voilà, je vous parlais d'un état déclaratif certifié. Donc là, vous allez avoir des petits éléments à remplir. Donc là, on vérifie aussi que ça puisse sortir sans difficulté, quels que soient je dirais les logiciels possédés par les employeurs, parce que si ça ne s'ouvre pas chez certains, ça serait quand même dommage. Voilà, puisque vous avez à remplir en ligne et pas à l'éditer et puis à le remplir ensuite. Donc voilà comment ça se présente. Il y aura toujours une notice explicative vous permettant de savoir comment remplir ce document. Voilà. Madame Rebourg, concernant le domicile travail, l'employeur a l'obligation d'assurer le déplacement pour son agent. Ce que disait Catherine Auguste, c'était que ce n'est pas le FIPHFP qui doit assurer, c'est de toute manière l'employeur et nous, on accompagne l'employeur. Alors, pour les déplacements apprentis CFA domicile, cela sera dans le cadre du surcoût des actions de formation. Ça peut être aussi dans ce cadre de transport-là. Ça peut être des choses très, très particulières. Vous pouvez utiliser le volet transport, cette fiche transport. Ça se fait. CFA domicile, ça peut se faire aussi CFA domicile de l'apprenti directement chez l'employeur. Donc vous avez les deux possibilités pour l'apprenti. Donc vous pouvez utiliser aussi l'aide au déplacement en compensation du handicap.
Et du de- coup, dans quelle mesure on choisit de prendre surcoût d'action de formation ou aide au transport? Donc là, si c'est CFA domicile, euh, vous pouvez privilégier l'autre, effectivement, les surcoûts. Mais si vous voyez qu'il y a les deux, simplifiez-vous la vie et demandez uniquement celle en, en aide au déplacement, en compensation du handicap, avec toutes les factures. Voilà, essayez de faire quelque chose de cohérent. Ça sera plus simple. Merci pour cette précision. Et puis du coup, on va justement enchaîner sur le panorama des aides dans le cadre de l'apprentissage. Mais c'est génial et on ne l'a pas fait exprès. Donc là, vous connaissez, ou peut-être un peu moins, les aides mobilisables dans le cadre de l'apprentissage. Donc, petit rappel, c'est qu'il faut que les apprentis soient en situation de handicap, naturellement. Il n'y a pas de limite d'âge, donc ça, ne pas se censurer, pas de limite d'âge. Et ce que je vous disais au tout début, c'est effectivement, ils peuvent ne pas avoir la RQTH, mais on prendra d'autres titres qui permettent de dire oui, cet apprenti est en situation de handicap. IME, sortie des AT, ou l'AEH, enfin en tout cas ce qui est la panoplie de ce qui peut exister autour de ces jeunes en situation de handicap. Voilà. Donc les aides mobilisables, vous avez toujours la prise en charge de la rémunération, 80%, ça ne bouge absolument pas. Voilà, donc les aides à la formation de l'apprenti. Donc on prend ce qui est en complémentarité. De toute façon, c'est indiqué sur les conventions, sur les conventions d'apprentissage, de formation apprenti, ce qui est à la charge de l'employeur. Donc nous, on va regarder ce qui reste à la charge de l'employeur. Et c'est là-dessus que l'on interviendra, dans la limite de 10 000 euros chaque année. Mais ça, c'est à demander chaque année et on financera le temps du contrat d'apprentissage. Ensuite, on a l'accompagnement socio-pédagogique, ça ne bouge pas. On continue à le financer de la même façon. Les aides, cette aide sollicitée est souvent importante et nous continuons à intervenir. Le tutorat, ça bouge, ou ça va bouger. C'est plutôt ça va bouger. Donc le tutorat, ça est quelque chose d'important et on est sur le tutorat dans le cadre de l'accompagnement d'un apprenti en situation de handicap, c'est le temps supplémentaire que doit consacrer le tuteur pour pouvoir l'accompagner au mieux pour qu'il puisse être dans cet état d'esprit d'apprentissage. Donc c'est par rapport à un autre apprenti qui n'est pas en situation de handicap, qui irait peut-être un peu plus vite. Donc c'est ce volet-là, c'est là-dessus que nous intervenons. C'est sur cette obligation d'être un peu plus aux côtés de cet apprenti du fait de cette situation de handicap. C'est ça notre logique. Donc là, on avait un seuil qui était de 228 heures par an. OK. À partir du 1er juillet 2022, on élimine ce 228 heures par an et on dit 20 heures par mois maximum de tutorat, avec un montant maximum, un coût horaire maximum de 20h50. 20 euros. J'ai dit 20 heures, mon Dieu, 20,50 €. Donc, ça veut dire que 20, pour le coup, 20 heures par mois, ça en fait 240 à l'année. Donc, vous voyez, c'est un peu plus. Sur l'année d'apprentissage, même si elle est à cheval sur 2 ans, voilà, ça fait un peu plus. Avec un montant de 20,50 € de l'heure. Pourquoi cela? C'est que nous avons constaté que nous avions un certain nombre de dossiers qui nous arrivaient avec des tuteurs qui, pendant 5, 6 mois, en plus de leur propre travail, assuraient 7 heures par jour
d'accompagnement de l'apprenti. Voilà, ça fait un peu beaucoup. Donc, on se pose, nous aussi, des questions. Donc, voilà, ça s'est mis en place en disant on régule parce qu'effectivement, on n'est bien que sur le complément nécessaire à un apprenti en situation de handicap. Voilà. Donc, voilà. Ok, je peux continuer, il n'y a pas de questions par rapport à ça? Oui, 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 vous pouvez continuer. Puis après, c'est vrai que vous aviez donné des exemples concrets sur, le temps que le tuteur va passer justement à l'accueil, à, être en binôme pour apprendre une nouvelle tâche, à décomposer des tâches et revenir plus régulièrement vers la personne et cetera. Donc ça, c'est des choses qui peuvent rentrer effectivement dans le tutorat, mais il faut arriver à expliquer le pourquoi et justement, objectiver un petit peu cet encadrement, en fait, renforcer. Tout à fait, tout à fait. Voilà, je vous laisse poursuivre. Ensuite, effectivement, nous avons donc les frais de formation du maître d'apprentissage et l'accompagnement spécifique. Donc ça ne bouge pas. Ça existe et vous voyez, ça ne bouge pas. Voilà. Ensuite, les aménagements techniques, donc les besoins en aménagement d'environnement de travail et de formation. N'oublions pas qu'il peut y avoir aussi le financement de certains matériels au sein du CFA. Mais c'est vous qui demandez et ce matériel reste à votre main, à vous, employeur. Nous n'avons pas à connaître le CFA. Nous ne connaissons que vous, employeur. Voilà. Donc, effectivement, là, il faut forcément, effectivement, une prescription du médecin de prévention pour la demande d'aménagement pour l'apprenti, hein, comme tout agent. Ensuite, on a les déplacements, l'hébergement et la restauration. Donc, c'est-à-dire, c'est une prise en charge jusqu'à 150 € par jour, des surcoûts du fait de situations de handicap, des frais de déplacement, hébergement et restauration, engagés pour suivre la formation. Exemple du transport spécifique lié au handicap pour rejoindre le CFA. Mais on est sur des surcoûts, on n'est pas sous prétexte que l'apprenti en situation de handicap, on va lui rembourser forcément le transport. C'est que ça doit être du spécifique parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce que les parents ne peuvent plus. Enfin, on voit beaucoup de situations. C'est là-dessus que nous, on va intervenir. Catherine, il y a le CDG 51, Madame Nouquin, qui demande s'il faut faire deux demandes séparément concernant l'aménagement matériel au CFA. Si c'est fait, C'est l'employeur au CFA, quoi. alors, si c'est fait dans le même temps, parce qu'effectivement, vous accueillez un apprenti et il est constaté qu'il va avoir besoin, par exemple, on a souvent un siège très spécifique et qu'il en a besoin parce que lorsqu'il est chez l'employeur, mais que il va en avoir besoin aussi lorsqu'il est en CFA. Si ça se fait dans le même temps, bien sûr. Enfin, on ne va pas vous demander, faites une demande. Par contre, effectivement, s'il y a 7 à 8 mois de distance, on vous redemandera. Sauf si c'est indiqué. Alors, pour la partie prescription médicale, sauf si c'est indiqué dès le départ qu'il peut y avoir, on prendra cette prescription-là. Même aménagement au CFA. Voilà, Si voilà. c'est sur la prescription, le même aménagement pourra être réalisé au sein du CFA. Ça, c'est bon. Mais oui. Voilà. Donc, si vous le faites en même temps, oui. Si ça se fait 7 à 8 mois après, forcément, c'est 2 demandes séparées. Et concernant le reste à charge du matériel, c'est tout compris dans l'enveloppe unique que le FIPHFP réserve, c'est-à-dire aménagement du poste de travail chez l'employeur. Au CFA, il ne faut pas que ça dépasse. Le reste sera à la charge de l'employeur. Tout à fait. C'est 10 000 € maximum, quel que soit, voilà. C'est à vous de voir. Donc, demande chez l'employeur. OK, dans le matériel est mis à dispo, mais revient à l'employeur en fin de formation. Ça, c'est vous qui le définissez avec le CFA. Bien sûr. Nous, on ne vous posera aucune question par rapport à ça. Vous nous sollicitez,
pour, au sein de votre structure ou au CFA. Après, on ne verra pas qu'est-ce que vous faites de l'aménagement une fois que c'est terminé. Ça relève de vous, ça vous appartient. Si je puis dire, Catherine, c'est pour le moment. Pour l'instant, le FIP, voilà. Mais clairement, si on reste dans, disons, l'organisation des choses, c'est dommage de financer du matériel et de le laisser chez un CFA. Autant que l'employeur le récupère pour un autre agent, si possible, donc il pourrait, puisque l'apprenti n'est pas globalement peut-être pérenne chez l'employeur, mais son matériel pourra être proposé à une autre personne, un autre, voilà. Donc c'est important aussi que l'employeur s'en occupe. En tout cas, ça lui appartient, puisque nous, on va financer une demande faite par vous. Voilà. Après, vous le mettez à disposition du CFA, ça vous revient. Oui. Sous quelles conditions, ça vous revient également. Voilà. Donc, nous continuons. Ensuite, nous avons l'aide à l'apprenti. Ça aussi, on peut. Une aide à l'apprenti, c'est bon. Ouais, ça, on l'a déjà évoqué, les fameux 1525 qui sont passés à 750 et dans quelles conditions ça se fait. Et puis, effectivement, on a ensuite la prime d'insertion durable. Avant, il existait une prime lorsque l'apprenti continuait à être employé par, voilà, être pris par l'employeur. Hein, et recruté directement par l'employeur. Voilà, je cherchais le mot. Merci. Bien. Et donc, même si c'était un CDD, là, c'est terminé. La logique qui prévaut, c'est la pérennisation du poste. Donc, on est maintenant sur une insertion durable. Donc là, on financera effectivement lorsque l'apprenti sera soit stagiaire, passera stagiaire, même pas stagiaire, titularisé, et ou passant en CDI. Ce ne sont plus que ces deux conditions-là. Les 2000 disparaissent, on est bien à de l'insertion durable. Alors, effectivement, idéalement, sans interruption entre les deux contrats. On dit bien idéalement, mais si vous nous expliquez qu'effectivement le poste s'est ouvert un peu plus tard parce que la fin de contrat d'apprentissage était à telle date et puis les enchaînements se sont faits comme ça, on est en capacité d'entendre un certain nombre de choses. Il faut juste nous l'expliquer. C'est tout. Ensuite. Merci. Il est 15h10 bientôt. Je ne vais pas assez vite. En gros, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Je vous alerte uniquement sur le temps. Il y a une autre question par rapport à l'auxiliaire de vie en l'aide humaine. Dans le cadre de l'apprentissage, je vous propose qu'on traite cette question-là quand on sera sur l'aide auxiliaire de vie. Hein. Donc là, ensuite, effectivement, on passe à l'adaptation du poste. Donc, on a à la fois l'étude de poste et le questionnement que vous pouviez avoir, c'était oui, mais quand c'est fait par un ergonome en interne, enfin voilà, quand c'est fait en interne, comment ça se passe? Comment on demande? Donc, d'une part, nous, il nous faut la preuve que la personne qui fait cette étude de poste est en capacité de le faire et a le droit de le faire. C'est-à-dire qu'on doit avoir la fiche de poste de celui qui réalise cette étude pour voir si ça fait partie de ses fonctions. Et puis en plus, il faut avoir le diplôme qui permet effectivement de réaliser cette étude de poste. Ensuite, c'est comment est-ce que je demande un montant, puisque ça se fait en interne. Donc nous, on a besoin du coût, du taux horaire de cette personne qui réalise l'étude. Donc, on a l'état certifié du coût horaire. Et puis ensuite, il est décomposé sur un document fait par l'employeur, le nombre d'heures consacrées aux différentes tâches autour de cette étude de poste. Nombre d'heures multiplié par le taux horaire
le montant, et puis ça vous sert de preuve. Vous ne pouvez pas avoir une facture pro forma, ça va de soi, mais voilà, il faut que l'on ait un document qui rappelle effectivement ce qui a pu être fait pour arriver à un montant. Et puis, je tiens à rappeler à tous les employeurs que vous avez le FIPHFP dans ses accords avec l'AGFIP qui finance déjà les prestations CAP emploi pour le maintien dans l'emploi. Vous pouvez vous adresser au CAP emploi de votre département pour justement une étude de poste et cette action est prépayée par le FIPHFP. Vous n'aurez rien à débourser. Et du coup, le FIPHFP ne paiera pas deux fois une prestation, puisqu'elle est déjà prépayée dans le cadre du partenariat avec les CAP emploi, du partenariat AGFIP avec les CAP emploi. Donc, soyez vigilants, essayez d'être radin, entre guillemets, et de garder les fonds du FIP pour autre chose, puisque la prestation est déjà prépayée. Voilà. Attention, vous avez 40 000 € par an maximum d'aide. Donc, effectivement, faites ces calculs-là, si vous pouvez. OK, donc ensuite, on passe à l'adaptation du poste de travail. Donc, nous, l'adaptation du poste de travail, elle est. L'idée, c'était que c'est dans une logique de stricte compensation du handicap. Ça veut dire que ça exclut les équipements qui, par nature, sont rendus obligatoires pour tenir le poste, que l'agent soit handicapé ou non. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on ne prend pas non plus les consommables qui n'ont pas vocation à être financés. Je ne sais pas si ça, voilà. Donc ça, on est vraiment sur de la compensation du handicap. Et donc, il y a un nouveau document obligatoire qui va vous permettre effectivement de pouvoir indiquer toutes ces choses-là, qui va aussi vous demander effectivement de nous dire tout ce à quoi vous avez pensé pour en arriver à nous demander cela. Vous faites toujours une analyse avant de nous solliciter, donnez-la nous. Voilà, cet aménagement, il n'arrive pas comme ça. C'est qu'il s'est passé des choses et que vous avez regardé un petit peu comment recomposer peut-être le poste, où ça n'est pas possible, et vous en êtes arrivé effectivement à ce qu'il y ait ce besoin d'aménagement naturellement sur préconisation du médecin de prévention, naturellement. Catherine, il y a une incompréhension de la part d'une personne, je n'ai pas son nom. Le recrutement dérogatoire par l'article 38 définit la mise en œuvre d'un CDD pour l'emploi contractuel d'1 an s'apparentant à une période de stagiairisation. Du coup, je ne comprends pas. Alors, évidemment, là, si on est sur un CDD, vous pourrez demander la prime lorsque vous passerez au CDI. C'est ça. Tout simplement. Voilà. On est sur le pérenne. OK, je continue. Donc là, j'étais en train de parler de la préconisation. Alors la préconisation doit forcément, puisque on peut être soit BE, soit apte avec restriction ou inapte à certaines choses, donc avec un besoin d'aménagement. Donc c'est ça qu'il nous faut. Et ça doit indiquer effectivement les besoins en aménagement. Pour mémoire, on n'exige plus non plus d'études ergonomiques dès lors qu'il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, plus de 7 500 € de demande d'aménagement, on exigeait une étude de poste. Elle n'est plus exigée. On peut avoir un seul matériel valant nettement plus que 7 500, on en voit 30, 40, 50 000. Et donc, là, on ne l'exige plus. Par contre, si vous l'avez, naturellement, vous la joignez. C'est que vous avez éprouvé le besoin de faire cette étude autour de cet agent. Bien d'accord. Hein. Donc du coup, la préconisation du médecin est importante.
Elle est vraiment très importante et les besoins en aménagement indiqués sont importants parce que nous, on va se baser là-dessus pour financer sur la base, des factures ou du devis, en tout cas, pour dire: «On peut vous aider à hauteur de 80 maximum, sur ces aménagements-là». Voilà. Donc, on a besoin de ces éléments-là. S'il y a une étude de poste qui a été faite, nous, on a besoin que le médecin valide cette étude de poste. Notre point d'entrée, c'est la convention. Voilà. On va passer, sinon je vais prendre beaucoup de retard. L'autre questionnement important, c'est les auxiliaires dans le cadre des activités professionnelles, puisque effectivement, on a fait disparaître la notion des 7 heures par jour. Enfin, il y avait des notions comme ça qui étaient un petit peu compliquées, je dirais, pour vous, et qu'effectivement, les différents postes nécessitant le soutien d'un auxiliaire dans le cadre des activités professionnelles, n'avaient pas les mêmes horaires. Donc on a dit: «On fait disparaître cette notion-là, au profit effectivement d'un besoin recensé de façon hebdomadaire». Donc le médecin de prévention a à dire, l'auxiliaire, il y a un besoin d'auxiliaire, pour une période qui est définie et avec un besoin de nombre d'heures hebdomadaires. Ça peut être 35 heures, 20 heures, 2 heures, peu importe. En tout cas, ça va nous être utile et ça va vous être aussi utile à vous également pour remplir le nouvel état certifié, puisqu'il se base là-dessus. Donc ça, c'est vraiment important. La note argumentaire est importante puisque il y a un besoin d'auxiliaire parce que l'agent, qui est BOE, ne peut plus faire seul. Il a besoin d'un accompagnement. C'est cette notion-là que l'on a. Voilà. C'est un petit peu différent dans le privé, c'est pas tout à fait la même logique, mais le nôtre, c'est celle-là. Il ne peut plus faire seul, il a besoin d'accompagnement. Ensuite va entrer la définition de l'accompagnement raisonnable et raisonné. Jusqu'où va-t-on? Pendant combien de temps on va pouvoir tenir ce process? Voilà, ça c'est à réfléchir au cours de l'année de mise en œuvre de cet accompagnement. Voilà. Donc là, on ne le supprime pas, on a enlevé cette notion de 7 heures, mais malgré tout, effectivement, il faut que vous ayez cette réflexion-là, elle est importante. On vous demandait les fiches de poste de l'agent aidé et de l'agent aidant. Et on avait les fiches de poste, effectivement, de l'agent aidé. Mais s'il était là depuis 20 ans, on avait la fiche de poste d'il y a 20 ans. C'est pas ça dont on a besoin. C'est quelles sont les tâches pour lesquelles vous mettez en place cet auxiliaire. Donc, ça, c'est pour ce qu'on demande donc dans la préconisation, ce qu'on peut mettre, pas mettre, on peut passer. Ça, les 5 heures par jour, ça, c'est pour les actes de la vie quotidienne, hein. Mais voilà, je vous ai parlé de la préconisation et de ce que l'on demandait. Donc ça, vous pourrez regarder à tête reposée, je dirais. Je viens d'en parler. Merci en tout. Ensuite, on a le dispositif d'accompagnement pour l'emploi. Donc là, effectivement, on l'ouvre aux agents aptes avec restriction. Ça s'élargit. Voilà, c'est vraiment important. Le FIPHFP souhaitait effectivement que ce soit le plus largement possible pour cette population. Qu'il puisse y avoir vraiment cette aide-là, ces aides-là. Donc, on l'a ouvert. On peut avancer. Ensuite, on a le volet réorientation professionnelle et les fameuses formations. OK. Donc là, Inclus Pro, c'est toi, Monica, qui intervient?
Ah non, je n'avais pas prévu. Ok, donc voilà, vous avez deux notions. Vous êtes en activité, nous n'interviendrons que sur les formations lorsque l'agent est en activité, vient de reprendre son activité et il passe par exemple en PPR. On n'intervient toujours pas pour les agents qui sont en arrêt de travail, puisque nous n'avons toujours pas les décrets d'application des fameuses législations autour article 40 et ordonnance 2020. Donc, il nous manque encore des éléments. Tant qu'on ne les a pas, nous n'interviendrons pas et on verra à ce moment-là comment le FIP, dès qu'il y aura les décrets d'application, comment le FIP souhaitera se positionner. Concernant Inclus Pro, nous allons organiser, je vais organiser avec le Handipact un webinaire où nous allons en parler plus précisément. Et évidemment, il y aura même la GFIP à mes côtés pour ce webinaire. Voilà. Oui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, ça va être une alternative pour des agents qui sont en arrêt et qui ont besoin de retravailler un projet professionnel et qui ont, on va dire, un médecin traitant qui, effectivement, assure qu'il est en capacité de suivre ce type de dispositif. Et à ce moment-là, ça peut permettre de débloquer certaines situations. Ok, donc on continue. Quelles sont les formations? Donc, effectivement, le volet formation dans le cadre du maintien. Donc, juste pour mémoire, les formations réalisées en interne ne sont pas financées par le FIP. Celles qui sont prévues dans le cadre de la formation continue non plus. Et puis, celles qui sont financées par un dispositif de droit commun, notamment le congé de formation professionnelle, non plus. Et on ne viendra pas en complément. Parce qu'on a eu ces cas-là où le CFP ne suffisait pas à financer la totalité de la formation et on nous demandait le complément. Nous n'intervenons pas pour le complément. Donc ensuite, quelles sont les formations sur lesquelles nous intervenons? La formation destinée à compenser le handicap. Voilà, celle-là, elle ne bouge pas. Voilà, dans la ligne. Juste un petit peu, c'est-à-dire qu'on a supprimé, c'était maximum 10 jours, 500 € par jour maximum. Là, c'est un plafond de 5 000 €, quel que soit le nombre de jours et quel que soit le coût jour. Voilà. Donc, mais c'est toujours 5 000 €. On l'a juste simplifié. C'est juste cette petite modification-là. Et nous finançons naturellement la rémunération de l'agent pendant la durée de cette formation. Autre formation qui est importante, donc qui est la fameuse PPR, hein, période de préparation au reclassement. Nous avions dans cette fiche, dans le précédent catalogue, des informations complémentaires puisque les 3 fonctions publiques ne bénéficiaient pas de cette PPR. La fonction publique hospitalière n'en bénéficie que depuis le mois de mai 2021 avec la période de mise en place. Tout le monde a connu ça hein, dans les 2 autres fonctions publiques. Donc, du coup, on avait des choses un peu différentes selon qu'on était d'une fonction publique ou de l'autre. Là, maintenant, les 3 fonctions publiques bénéficient de la PPR. Donc, on a unifié cette fiche et donc, on est bien d'accord. On prend donc, dans le cadre de la PPR, le coût des formations qui sont demandées. Il peut y avoir un bilan de compétences avant et les formations. Du moment qu'elles débutent pendant la PPR, ma foi, qu'elles se terminent après ne pose aucun problème. On est sur 1 an. Et c'est 10 000 € maximum. On ne prend que les formations, on ne prend pas la rémunération. Et on ne finance pas les surcoûts. Repas, transport, etc. Il y a une question sur Tadeo. Il a été décidé que le coût de la formation… Hop, j'ai perdu le… j'ai perdu la question. Alors, la question, c'était par rapport à la formation destinée à compenser le handicap.
Est-ce que la disposition suivante reste d'actualité avec le nouveau catalogue des aides? Une réunion entre Tadeo et les instances du FIPHFP, il a été décidé que le coût de la formation à la solution d'accessibilité du poste de travail soit pris en charge via la fiche 27 du catalogue, donc formation à destination compenser le handicap. Ça, on on va y revenir. Donc là, ça n'est pas encore indiqué dans le catalogue parce que, on a besoin des instances du FIP pour finaliser cela. Disons que c'est à l'étude et ce n'est pas encore validé. Voilà Merci de traduire, c'est super. ce que veut dire Catherine. Donc, voilà. Merci. Par OK. rapport au coût de formation, durant la période de PPR, effectivement, vous avez indiqué que la rémunération, était, à la charge, de l'employeur, mais les formations e-learning et cetera qui pourraient être en distanciel, les frais de formation peuvent être pris en charge, hein? Bien sûr, oui, 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 ça c'est le coût de la formation, on en a de plus en plus en e-learning, hein, et surtout pour des populations fragiles, ça semble un peu normal, bien sûr, bien sûr. Mais la rémunération, non, on ne la prend pas en charge. Là, j'avais Et une autre question par rapport au délai effectivement de la PPR qui est de 12 mois. Est-ce que si la formation se termine, après la fin de la PPR, elle pourra quand même être intégrée, dans la totalité? oui, oui, nous, ce qui est important, c'est qu'effectivement, dans le cadre d'une convention PPR, il est indiqué effectivement ce qui a été réfléchi avec l'agent, voire même il y a des avenants qui arrivent au cours des mois de PPR et qui indiquent, ben, qu'il y a besoin de cette formation-là. Elle démarre pendant la PPR, elle est prise en compte dans le cadre de la PPR pour accompagner cet agent, on le prendra. Elle se termine après. Alors avoir quelque chose, qui cadre bien dans le timing, c'est parfois compliqué selon les formations. Donc nous, elle démarre pendant la PPR et elle a été prise en compte dans le cadre de la PPR. Merci pour cette précision. OK, on continue. Ensuite, on a les formations dans le cadre d'un reclassement statutaire ou d'un changement d'affectation pour une aptitude. C'est-à-dire qu'il y a eu un reclassement, où il y a un changement d'affectation, ou il va y avoir, en tout cas, on ne nous le demande pas, 5 à 8 ans après, je le précise parce qu'on l'a aussi. Donc nous, on est susceptible d'intervenir et on prendra effectivement les frais de formation dont a besoin cet agent qui bénéficie d'un reclassement statutaire ou d'un changement d'affectation, et on prendra également effectivement le coût de la rémunération durant la formation, les heures de formation. Ça, je le précise, parce qu'on a tendance à, s'il ne fait que 50 heures sur le mois, on a tendance à nous demander la rémunération du mois entier de l'agent. Non, on ne prend en compte que les heures de formation, le salaire de l'agent durant les heures de formation. Hein, on va continuer sinon. Ensuite, on a effectivement la formation dans le cadre voilà, ça on l'a dit, à partir Alors et cette slide, c'était par ouais, rapport à la rémunération, la de rémunération, elle évolue et elle ne sera plus prise en compte à partir du 1er juillet 2022. On va s'aligner sur le volet PPR. Donc les formations, le FIP a vocation à vous aider, employeur, à financer ces formations, mais la rémunération reste à votre charge. OK. Alors, la formation de reconversion d'un agent atteint d'une maladie évolutive. Donc ça, nous, ne me demandez pas quelle maladie évolutive, cela reste à la main du monde médical. En aucun cas, nous, on a à connaître ça. C'est le médecin, c'est le comité médical, ou le médecin agréé dans le cadre d'un agent contractuel qui a la main là-dessus. Et nous, on ne demandera pas. Voilà, c'est juste effectivement que c'est dans ce cadre-là qu'il y a un besoin d'une formation de reconversion. Il y a besoin d'accompagner cet agent parce qu'à terme, il ne pourra plus rester là où il est. Et c'est dans ce cadre-là, comité médical ou médecin agréé
agent contractuel, où on prendra effectivement le coût de la formation et la rémunération à hauteur de 60%. Alors, deux petites précisions à apporter peut-être pour les participants. Par rapport aux formations, outils bureautiques pendant la PPR ou pour une personne en situation de handicap qui est en cours de reconversion ou de reclassement statutaire, hors PPR du coup, est-ce que le FIP peut participer aux frais de formation? Oui, du moment qu'on passe d'un agent qui était sur du technique pur, exemple le jardinier qui passe à de l'administratif, oui, oui. Même si dans le cadre du CNFPT, pour la territoriale, il y a des formations récurrentes. Ah ah. Bah, utilisez d'abord ce qui existe, mais c'est vrai qu'on le prendra en compte. Bien. Et du coup, ça rejoint la deuxième interrogation. Est-ce qu'une attestation de non prise en charge par le droit commun pour une formation, est-ce qu'elle est nécessaire à fournir en termes de justificatif? Oui. La preuve, le CNFPT ne prend pas en charge. Une simple attestation, on n'a pas besoin de l'attestation venant du CNFPT. Elle vient de vous. D'accord? Parce que c'est pas toujours simple à obtenir. Ok, est-ce que on va continuer? Je vais vous laisser continuer, oui, effectivement, parce qu'on Voilà. est très en retard, désolée. Et là, j'ai une autre réunion et on m'appelle. Donc, je continue avec vous, ne vous inquiétez pas. Donc là, on a enfin les surcoûts liés aux actions de formation. Les fameux surcoûts, on reste dans la limite de 150 € par jour. On est bien sur les surcoûts, frais de déplacement, hébergement spécifiques, transport spécifique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, donc c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on est différent. Par exemple, sur certaines formations, que l'on soit handicapé ou pas handicapé, on a besoin de prendre sa voiture pour aller au centre de formation parce que ça ne peut pas se faire autrement. Il n'y a pas de surcoût. Par contre, effectivement, cet agent en situation de handicap, lui, il est obligé de prendre sa voiture alors qu'ailleurs, il y a les transports en commun pour tous les autres. À ce moment-là, oui, nous, on interviendra parce qu'il ne peut pas prendre les transports existants de par sa pathologie, etc. C'est ça la notion de surcoût. Voilà. Merci. Est-ce que vous pourriez apporter également une précision quant aux avis et aux préconisations médicales qui doivent être fournies pour la formation reconversion dans le cadre d'une maladie évolutive qui aboutirait à une inaptitude? Alors, sur le volet, la prescription, c'est ça? C'est ce volet-là? Oui, par rapport aux Heu, fonctionnaires, effectivement, c'est le comité médical qui va statuer sur le voilà, risque ça d'inaptitude. c'est Mmh. ça, c'est plutôt pour les agents contractuels où effectivement, il faut qu'il nous est indiqué de par la pathologie et à terme, l'agent ne pourra plus rester là où il est, de par cette pathologie-là. Voilà, donc ça il doit être envisagé une formation lui permettant, voilà, c'est en ce terme-là. Oui, ça préconise effectivement la nécessité de se reconvertir professionnellement pour anticiper une éventuelle inaptitude. Il faut que voilà, le médecin agréé Voilà, soit clair là-dessus. soit très clair là-dessus. Merci. Et puis enfin, effectivement, pour pouvoir demander toutes ces aides-là, après leurs évolutions et ce que je viens d'en dire, nous avons une nouvelle plateforme. Donc là, vous avez quelques slides. Il existe un webinaire, peut-être certains d'entre vous y ont participé, enfin, donc qui retrace comment déposer sa demande d'aide, ce qui peut être vu, et plus il y a un guide utilisateur. Donc de toute façon, vous avez par ailleurs la possibilité. Là, quelques slides pour vous dire qu'effectivement, vous arrivez sur PEPS et ça a vraiment changé. Et donc, quand vous allez faire une demande d'aide auprès du FIPHFP, vous arrivez sur ça, sur cette mire, je dirais, et vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez un tableau de bord
qui vous donne un certain nombre d'éléments, demander une aide, voir toutes les demandes non finalisées, voir toutes vos demandes. Donc, vous avez déjà ce tableau de bord qui vous permet de voir où vous en êtes selon les aides. Et puis, vous avez la possibilité ensuite de faire une demande d'aide. Et puis, vous avez aussi les historiques. Voilà, vous avez vraiment le panorama le plus large possible. Donc, slide. Hop. Voilà, c'est ce que je vous disais, donc sur le tableau de bord. Vous avez effectivement la possibilité d'aller vers le catalogue. Vous avez la possibilité de bifurquer vers le catalogue si vous n'êtes pas certain de ce que vous souhaitez demander, si c'est la bonne fiche. Voilà, donc, et puis aussi d'aller vers le formulaire contact si vous avez un questionnement. On passe à la slide suivante. Donc, vous pouvez faire une demande d'aide. Et là, on va vous expliquer quelles sont les principales étapes, d'abord, de la demande, comment tout cela se passe. Et puis ensuite, vous commencez la saisie, slide suivant. Ici. Vous avez toutes les étapes par lesquelles vous allez passer et vous allez avoir le visuel de vous en êtes à telle étape, on vous demande tels éléments, c'est-à-dire d'abord l'identité, ensuite quelle aide, pour quel bénéficiaire. Là, on vous demande maintenant de mettre le nom, le prénom et le code postal de l'adresse de l'agent bénéficiaire. Voilà. J'ai une personne qui indique que sur la plateforme PEPS, son RIB n'est pas le bon et elle demande comment faire pour le changer. Là, vous allez avoir un petit document qui va vous être envoyé à tous, qui va être disponible pour vous expliquer, parce que ça évolue vraiment sur le volet RIB. Voilà, il y a des choses qui seront faites pour vous. Pour changement de RIB, voilà, donc on a un service effectivement pour PEPS dans son entier, puisque PEPS héberge le FIP, mais héberge aussi, vous l'utilisez aussi pour d'autres fonds, pour d'autres choses. Et donc, il y a un service qui s'occupe effectivement de tout le volet RIB. Et donc, c'est par ce biais-là que ça va arriver. Par contre, vous aurez une alerte quand vous déposerez votre demande d'aide pour dire êtes-vous sûr que c'est le bon RIB que vous voyez là. Ce serait mieux. Ah oui, si, parce que on s'amuse beaucoup avec ces changements de RIB. Nous, on ne peut pas, on n'a pas le droit de modifier un RIB pour des raisons de sécurité et de risque de fraude. Donc, Alors, oui, pardon. Là, j'ai un CDG qui me dit si la collectivité ne souhaite pas autoriser la délégation sur PEPS, nous n'avons plus la possibilité de demander une aide pour leur compte. Y a-t-il moyen de faire autrement ou doit-on impérativement obtenir la délégation? Ça, c'est vraiment, vous alors, êtes obligé d'obtenir la délégation, hein, de mon point de vue. Hein. voilà. Après, il va être mis à disposition, ça c'est après vous voyez avec cet employeur-là, hein, mais il va être mis à disposition la possibilité, à la personne qui saisit, le référent qui saisit la demande d'aide, plusieurs mails. Puisque nous, on va répondre, c'est par voie de mail. Et donc, s'il y a votre mail et celui du référent chez l'employeur, s'il accepte cela, vous pourrez avoir connaissance, puisqu'on enverra aux adresses mail qui auront été renseignées. Voilà. Ensuite, donc, slide suivant. Donc voilà, vous avez aussi, c'est ce que je vous disais, accès à l'historique des demandes d'aide. Donc vous avez un menu déroulant qui vous permet de savoir où vous en êtes. Et je vous ai mis ensuite à quoi correspond la demande d'aide saisie en cours ou en cours de traitement. Donc ça, vous avez tous ces éléments-là. Mais c'est aussi mis dans le cadre du guide utilisateur. Voilà, j'ai essayé d'être le plus courte possible, mais il y a beaucoup de choses à dire, je le sais.
Madame Pichigallo, je vous conseille d'écrire votre question. On ne peut pas vous donner la parole, vous êtes beaucoup trop nombreux. Il y a plus de 120 personnes, c'est pas possible. Donc écrivez votre demande et on va vous répondre. Voilà. Non, vous parlez du formulaire de contact. Je vous ai dit au tout début qu'en étant 10, malheureusement, on ne peut pas prendre la France entière et les plusieurs milliers d'employeurs. J'espère que vous pouvez le comprendre et je vous en remercie. Et il n'y a pas effectivement de numéro de téléphone. Ça fonctionne par mail. C'est un choix qui a été fait en concertation avec le conseil d'administration. Donc du coup, il n'y a pas on ne peut pas y déroger. Voilà. Voilà, je suis allée au bout, mais je sais qu'il y a encore plein de questionnements et ça me sera remonté de toute façon et nous y répondrons avec Monica, vous sans difficulté, naturellement. D'accord, donc nous arrivons, si je comprends bien, au terme de ce temps d'information et d'échange avec les employeurs. Merci à tous de votre participation. Sachez que j'ai mis un lien pour que vous puissiez récupérer le replay, le support d'animation et tous les documents en lien ressources, notamment la présentation de la nouvelle plateforme et le guide d'utilisation sera également indiqué. Je vous enverrai par la même occasion un mail avec toutes ces informations pour ceux qui sont partis parce qu'ils avaient une contrainte, mais pour que tous les participants puissent avoir le même niveau d'information. Voilà, Monica, je vous laisse dire le mot de la fin. Merci beaucoup, Céline. Eh bien, tout d'abord, je remercie Catherine Auguste d'avoir réservé du temps pour notre réunion Grand Est élargie, puisque nous avons élargi à l'ensemble de ceux qui voulaient se connecter. Je la remercie grandement. J'espère que ça n'a pas été trop dur et qu'elle a bien bu un petit peu d'eau au cours de ces 7h30 de présentation. Je remercie l'ensemble des personnes connectées et évidemment, nous sommes le Handipact et moi-même à votre disposition pour continuer à répondre à vos questions s'il y avait besoin et vous allez avoir le PowerPoint qui va vous arriver et qui, je crois, est déjà mis en ligne d'ailleurs, il me semble-t-il. Bon, je vous remercie tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à notre prochaine réunion qui se tiendra courant mars. Mais vous en Merci. aurez l'information bientôt. Merci à vous de m'avoir accueilli. Puis effectivement, nous aurons certainement d'autres occasions pour répondre. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes au début de l'année. C'est ça. Bonne fin de journée. Et merci à vous. Au revoir. Au revoir.